We move on to the third and last speaker of this panel session. We have also a handout, Yes. which we can circulate. So, We have the handout, and we also have the difficulties will be starting in French. We also have the longer English abstract for. all right. So, Dimitris Athanasakis is a DEA in History of Philosophy in Paris 1 Panthéon-Sorbonne University. He has a PhD in philosophy from the École Normale Supérieure de Lyon, and is currently associate professor of modern philosophy at the Aristotle University of Thessaloniki. His research focuses on the relation between ontology, rationality, and politics in the philosophical systems of Spinoza and Leibniz. The title of his paper today is Les deux figures du négatif dans l'état selon Spinoza. Thank you very much, Zebrand. Dans le chapitre 17 du TTP, Spinoza désigne le principal problème auquel est confrontée l'action politique et l'objectif qu'elle s'efforce d'atteindre. Constituer l'État de façon à ne pas laisser place à la fraude, et mieux encore, tout instituer de façon à ce que tous, quelle que soit leur complexion, fassent passer le droit commun avant leurs intérêts privés. On remarquera toutefois que cet énoncé programmatique est immédiatement suivi d'un constat désabusé qui remet en cause la possibilité même d'atteindre l'objectif tel qu'il vient d'être défini. En effet, malgré les réflexions que les philosophes, les historiens ou les hommes politiques ont pu consacrer à ce problème manifestement crucial, et malgré les différentes solutions qui ont pu être proposées, y compris celles qu'avait envisagées Machiavel et dont Spinoza offre une brève présentation critique au seuil du chapitre 10 du traité politique, à savoir qu'il est nécessaire que se produise quelquefois un événement qui ramène l'État au principe sur lequel il s'était d'abord établi, force est d'admettre, c'est la citation numéro 2, qu'on n'a jamais pu empêcher que l'État ne doive sa perte à ses citoyens, plus encore qu'à ses ennemis. Cette affirmation, que Spinoza, c'est bien connu, reprend à Tacite en lui conférant une portée universelle, repose en fait sur une conception qui ne se trouve pas chez Tacite et qui constitue le pivot même de la pensée politique de Spinoza. Il s'agit d'une part de l'impossibilité d'un transfert total du droit naturel des individus, c'est-à-dire de la puissance qui les fait être et agir, à un autre, et d'autre part de l'impossibilité de l'absolutisme, impossibilité d'ordre non pas moral ou juridique, mais ontologique, puisqu'elle se présente, comme nous allons le voir, comme le résultat du fonctionnement normal des lois nécessaires de la nature humaine. C'est ce fonctionnement, et non pas la volonté censément libre de l'individu, qui explique pourquoi chacun conserve bien des choses qui relèvent de son droit. Cette double impossibilité est nettement formulée au début du chapitre 17 du TTP. Je cite, « Jamais personne, en effet, ne pourra transférer à un autre sa puissance et par conséquent son droit, au point de cesser d'être un homme. Il n'y aura jamais un pouvoir souverain tel qu'il puisse accomplir tout ce qu'il veut, etc. » L'une des conséquences politiques majeures de cet énoncé est dégagée quelques lignes plus loin. C'est la citation numéro 4. Jamais les hommes n'ont renoncé à leurs droits et transféré leur puissance à un autre, au point que l'État n'ait pas couru à plus de dangers du fait des citoyens, même privés de leurs droits, que des ennemis. Ainsi, une réflexion tirée d'un historien latin trouve sa place dans l'ordre des raisons du traité, c'est-à-dire qu'elle est déduite à partir de prémices qui, précisément, font apparaître la nécessité d'en étendre la portée au-delà des limites que Tacite lui-même assigné à cet énoncé dans son récit historique. Il est manifeste qu'en évoquant le danger que représente pour la conservation d'un État, quel qu'il soit, ses propres citoyens, Spinoza envisage une cause interne susceptible d'entraîner la dissolution ou la transformation de celui-ci, de l'État. L'action tendanciellement subversive des citoyens ne saurait se ramener ni à une invasion étrangère, ni à un coup du sort inévitable, même si rien n'exclut qu'une telle action puisse tirer profit de l'éclatement d'une guerre ou des revirements incontrôlables de la fortune.
Il faut même souligner la dissymétrie que Spinoza reconnaît entre les causes internes et les causes externes de la dissolution de l'État. Celui-ci peut toujours résister de manière beaucoup plus efficace aux dangers extérieurs qu'aux menaces internes. Essayons maintenant de mieux préciser la nature des causes internes pouvant compromettre la stabilité de l'État, voire même le détruire. Spinoza insiste sur le fait que ces causes se ramènent aux passions antipolitiques des citoyens, relevant de cette part de leur droit naturel à laquelle ils ne peuvent précisément renoncer sans qu'ils soient par là même complètement anéantis. C'est la citation numéro 5. Chacun pense être le seul à tout savoir et veut tout régler selon sa complexion. Il estime quelque chose juste ou injuste, sacrilège ou non, licite ou illicite, selon qu'il pense en retirer quelque avantage ou dommage. Par vaine gloire, il méprise ses égaux et ne supporte pas d'être dirigé par eux. Par jalousie d'une plus grande renommée ou d'une meilleure fortune, laquelle n'est jamais égale pour tous, il désire le mal d'autrui et s'en réjouit. Inutile de tout recenser, etc. Mais ces causes internes peuvent aussi se ramener à ce que Spinoza appelle un défaut vicieux installé dans la constitution même de l'État. Le statut privilégié conféré aux Lévites dans l'État des Hébreux, au détriment des autres tribus considérées comme impures, en offre un exemple. Je cite, « Pour comprendre correctement la cause de la destruction de l'État des Hébreux, il faut noter ceci. L'intention première fut de transmettre la totalité du ministère sacré aux premiers-nés et non pas aux Lévites. Mais après que tous, sauf les Lévites, eurent adoré le veau d'or, les premiers-nés furent répudiés et réputés impurs et les Lévites furent choisis à leur place, etc. Il peut même arriver qu'un défaut inscrit dès l'origine dans la constitution de l'État se répercute sur les passions des citoyens de manière à en renforcer les effets négatifs. Ce qui explique pourquoi les mêmes passions peuvent avoir des effets d'intensité différentes dans différents États. C'est ce qui confirme l'examen critique auquel soumet Spinoza dans le chapitre 17 du TTP, l'idée selon laquelle la dissolution de l'État des Hébreux serait due à leur insoumission. Celle-ci, souligne-t-il, ne peut correspondre à une disposition naturelle qui serait le caractéristique collectif des Hébreux en tant que peuple, parce que précisément la nature ne crée pas des nations, elle crée des individus. Il faut donc plutôt y voir un trait acquis résultant de l'interaction complexe entre un élément naturel, à savoir les lois de la nature humaine, qui sont les mêmes dans tous les individus, et un élément historique, à savoir les particularités des institutions de l'État des Hébreux, y compris les faiblesses ou les failles qui ont pu s'y insérer au moment de sa constitution. La conclusion s'impose donc que, je cite, « S'il fallait admettre que les Hébreux furent plus insoumis que les autres mortels, il faudrait l'imputer au défaut des lois et des mœurs reçues. » Passion antisociale indéracinable des citoyens, défaut constitutionnel. Telles sont les deux figures, l'une anthropologique, l'autre structurelle, du négatif, qui, engendrant conjointement leurs effets au sein de l'État, empêchent précisément que celui-ci puisse être éternel. Prenons l'exemple du premier État des Hébreux, dans lequel, malgré l'intention initiale qui avait été de transmettre à toutes les tribus un droit égal d'administrer les choses sacrées, les Lévites ont fini par monopoliser le ministère sacré après que les membres des autres tribus se sont mis à adorer le veau d'or. Ce monopole d'ordre institutionnel, qui se présente lui-même comme l'effet de la vengeance, c'est-à-dire du désir qui nous excite, par une haine réciproque, à faire du mal à celui qui, par un affect semblable, nous a infligé un dommage, a déclenché ensuite toute une série d'autres passions tristes, tel le dégoût éprouvé par les autres tribus d'être obligés par la loi à nourrir les Lévites, hommes inactifs et détestés qui ne leur étaient pas unis par le sang, surtout si le cours des denrées était élevé. Ces passions ont fini par déstabiliser l'État et le conduire à la ruine. C'est ce qui amène Spinoza à écrire, citation numéro 8, « L'État aurait pu être éternel si la juste colère du législateur lui avait permis de rester dans la même situation. Mais comme cela ne peut se faire, il dut finalement périr. » Il ne faut pourtant pas croire que si l'État en question avait été bien constitué, c'est-à-dire que ces institutions avaient été établies selon l'intention première et qu'il n'avait subi aucune transformation par la suite.
il aurait été à l'abri de tout danger interne. Spinoza insiste sur le fait que la menace que représente pour l'État, quel qu'il soit, ses propres citoyens, entraînés par leur passion inéliminable, est toujours là, maîtrisable dans une certaine mesure, mais jamais complètement effacée, et donc prête à produire, si certaines conditions sont réunies, ces effets déstabilisateurs, voire subversifs. Plus que l'État lui-même, c'est cette menace qui est éternelle. Cette conception, qui est originale et propre à Spinoza, n'est fait en réalité que traduire la persistance du droit naturel des individus dans l'État. C'est cette persistance, ce sont des choses bien connues, que Spinoza évoque dans la lettre 50 afin de faire apparaître la différence radicale qui sépare sa pensée politique de celle de Hobbes. Je cite, « Voici quelle est la différence entre Hobbes et moi en politique. Pour ma part, je maintiens toujours le droit naturel dans son intégrité. » D'où une conséquence importante explicitement formulée dans le chapitre 20 du TTP. C'est la citation numéro 9. Bien que le souverain ait droit sur toute chose et soit considéré comme l'interprète du droit et de la piété, il ne peut cependant jamais empêcher que les hommes ne jugent de toutes choses selon leur propre complexion et ne soient dans cette mesure affectés de telle ou telle passion. On comprend dès lors pourquoi il est impossible que l'État élimine complètement la menace interne de dissolution. C'est que cette menace s'incarne dans les passions même, autrement dit dans le droit naturel de ses citoyens, lequel échappe singulièrement, au moins en partie, au contrôle du souverain. Et ceci malgré la grande diversité des moyens de contrôle mis à la disposition de celui-ci. En effet, le pouvoir de l'État, je cite, ne se réduit pas strictement à la capacité de contraindre les hommes par la crainte, mais embrasse sans réserve tous les moyens susceptibles de les faire obéir à ses commandements. Dans les conditions ainsi précisées, force est de constater que même si un État était suffisamment fort pour résister efficacement à toute cause externe de destruction, il ne serait pas pour autant indestructible. Je cite, « Témoin la République des Romains, toujours victorieuse de ses ennemis et tant de fois vaincue et misérablement abattue par ses citoyens. » On comprend ainsi que le terme éternel appliqué à l'État désigne chez Spinoza non pas son indestructibilité, mais tout au plus le fait qu'il est bien constitué, c'est-à-dire qu'il ne comporte pas de défauts structurels susceptibles d'exacerber les passions antipolitiques toujours déjà là des citoyens. Tout l'effort de Spinoza dans les traités politiques consistera précisément à penser des types d'États capables de subsister par leur vertu propre, autrement dit, capables de limiter autant que possible, par un système institutionnel approprié, l'impact négatif des passions des citoyens, gouvernants et gouvernés, tout en sachant qu'on ne pourra jamais le réduire à néant. L'analyse qui précède pose toutefois un problème qu'on ne peut passer sous silence sans s'exposer en même temps au risque de compromettre la cohérence d'ensemble du système philosophique de Spinoza. Comment concilier l'idée qu'un État puisse périr de l'intérieur, et que c'est même ce qui arrive le plus souvent, avec la proposition 4 de la troisième partie de l'éthique, selon laquelle aucune chose ne peut être détruite si ce n'est par une cause extérieure. On serait peut-être tenté de dire qu'un État succombe à l'action d'une cause interne de dissolution parce qu'il est une chose finie. Mais la lecture attentive de la définition de la chose finie en son genre, formulée au début du DDO, montre que la seule forme de limitation pouvant affecter une telle chose est celle qui procède d'une autre chose de même genre, c'est-à-dire une limitation externe. Alors, je cite, « est définie en son genre une chose qui peut être bornée par une autre, à Ballio, de même nature. Il est donc exclu qu'une chose finie porte en elle-même le germe de sa propre destruction. C'est ce que confirme la démonstration de la proposition 4 d'éthique 3. Citation numéro 11. Tant que nous sommes attentifs uniquement à la chose elle-même et non pas à des causes extérieures, nous ne pouvons rien trouver en elle qui puisse le détruire. Une confirmation supplémentaire de cette thèse est apportée par la théorie du conatus développée dans la proposition 6 à 8 de la troisième partie de l'éthique. En effet, selon la proposition 8, l'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'implique aucun temps fini, il implique un temps indéfini.
La démonstration de cette même proposition 8 précise, en faisant explicitement référence à la proposition 4 d'éthique 3 précédemment citée, que si une chose n'est détruite par aucune cause externe, elle continue à toujours exister par la même puissance par laquelle elle existe déjà. Enfin, quand, dans l'unique axiome de la quatrième partie de l'éthique, Spinoza envisage la possibilité de destruction d'une chose quelconque, il la fait dépendre de l'existence effective d'une autre chose plus puissante, c'est-à-dire, encore une fois, d'une cause externe. Je cite, « Il n'y a dans la nature aucune chose singulière telle qu'il n'en existe une autre plus forte et plus puissante. Mais une chose quelconque, une fois donnée, il en existe une autre plus puissante par laquelle la première peut être détruite. » Dès lors, la conclusion s'impose que, pour Spinoza, la destruction d'une chose singulière par l'opération d'une cause qui relève de sa propre essence est impensable, voire même, pour reprendre un terme qui apparaît dans la démonstration de la proposition 8 d'éthique 3, absurde. Faut-il donc penser que Spinoza se contredit quand il affirme que l'État, même quand il est bien constitué, comporte nécessairement en lui les causes de son éventuelle destruction? Ou peut-être admettre que le développement ultérieur du système, à partir des fondements ontologiques établis dans la première partie de l'éthique, a rendu caduques certains traits décisifs de la conception spinoziste de l'État esquissés dans le traité théologico-politique. 3 remarques peuvent nous aider à répondre à ces questions. Première remarque. Les énoncés que nous venons de citer, à savoir la définition de du DDO, les propositions 4 et 8 du De Affectibus, avec leur démonstration, et l'axiome du De Servitute, s'appliquent à des choses singulières, c'est-à-dire à des affections ou des mots des attributs de Dieu, par lesquels ceux-ci s'expriment d'une façon bien précise et déterminée. Or, jamais, dans le TTP ou dans le TP, Spinoza ne dit que l'État est une chose singulière. Et de fait, il ne peut l'être, puisque la nature ne produit pas d'État, de même qu'elle ne produit pas de nation. Rien donc dans le système n'interdit de penser qu'un État puisse périr de l'intérieur. Il ne faut pourtant pas croire que l'État n'étant pas un mode fini de la substance infinie, il soit artificiel. C'est la position de Hobbes. Sans doute, l'État n'est-il pas une chose singulière au sens conféré à ce terme par Spinoza. Il n'en reste pas moins qu'il est une chose de part en part naturelle. En témoigne la manière dont Spinoza conçoit la genèse et l'essence de l'État. Qu'est-ce qu'un État chez Spinoza? Dans le traité politique, il nous dit que l'État n'est rien d'autre que le droit que définit la puissance de la multitude. Or, cette puissance de la multitude est elle-même déterminée par les passions communes de cette même multitude. Citation numéro 13. Puisque les hommes sont conduits par l'affect plus que par la raison, il s'ensuit que la multitude s'accorde naturellement et veut être conduite comme par une seule âme sous la conduite non de la raison, mais de quelque affect commun. Crainte commune, espoir commun ou impatience de venger quelques dommages subis en commun. L'expression s'accorde naturellement, naturaliter convenire, devrait suffire à liquider toute interprétation artificialiste de l'État telle que Spinoza le conçoit. La communauté politique se fonde non pas sur la fiction juridique du contrat, mais sur la réalité entièrement naturelle des passions nécessairement engendrées et partagées par plusieurs individus à la fois, selon les lois nécessaires de l'affectivité dégagées dans la troisième partie de l'éthique, et notamment les lois de limitation des affects. La naturalité de l'État se trouve par là même solidement établie. Elle est par ailleurs expressément confirmée par le passage du traité politique qui suit immédiatement celui que nous venons de citer. Citation numéro 14. Et comme la crainte de la solitude habite tous les hommes, il s'ensuit que les hommes aspirent par nature, natura appetere, à la société civile et ne peuvent jamais l'abolir complètement. Autrement dit, comme le remarque justement Pierre-François Moreau, les hommes naissent sociaux, sans quoi ils ne le deviendraient jamais. On nous objectera peut-être que le concept de pacte est repris et largement utilisé par Spinoza dans le chapitre 16 du TTP. Mais il faut remarquer que Spinoza n'y emploie ce concept qui est pour mieux faire apparaître son caractère inadéquat, puisque, ainsi qu'il le souligne au début du chapitre 17 du traité, un tel concept est incapable de rendre compte de la constitution effective de l'État.
le chapitre 16 lui-même, avait déjà prévenu les lecteurs que le pacte désigne non pas un fait, en fait, mais seulement une façon possible de former une société. D'autre part, on trouve dans le chapitre 5 du TTP une explication de la genèse de la société civile faisant appel à l'utilité de celle-ci sans aucune référence au contrat. Je cite, « La société est fort utile et même tout à fait nécessaire, non seulement pour vivre à l'abri des ennemis, mais encore pour s'épargner beaucoup d'efforts. » Toute cette explication repose en fait sur la ratio utilitatis, traduit par Moreau et Lagré comme argument de l'intérêt. Argument de l'intérêt qui est, selon Spinoza, la force et la vie de toutes les actions humaines, et ceci indépendamment du fait que cet intérêt soit ou non rationnellement compris. On voit ainsi que la notion spinoziste d'État désigne une réalité pleinement naturelle, dont la genèse s'explique par le seul jeu des passions et des intérêts. Il faut noter que la productivité de ce jeu empêche précisément que celui-ci puisse se ramener à une instance absolument négative. Il explique ce même jeu, à la fois la constitution plus ou moins parfaite de l'État et la menace interne de destruction qui pèse perpétuellement sur lui. Il n'y a pas de négatif absolu sur Spinoza. Il n'existe que des processus passionnels dont l'issue positive ou négative n'est jamais fixée une fois pour toutes. Ceci établi, revenons au problème qui nous occupe ici. À la différence des choses singulières conçues comme des modes substantiels finis, la chose naturelle qu'est l'État présente cette particularité à première vue déconcertante de pouvoir être détruite ou transformée par l'opération des causes qui lui sont intrinsèques. Et rien d'étonnant en cela. L'accord naturel de la multitude qui présuppose la constitution et la conservation de l'État, de tout État, étant un accord non pas rationnel mais passionnel, il peut toujours se transformer en son contraire. En d'autres termes, l'État est constamment menacé par cette même nécessité passionnelle qui est à l'origine de sa constitution et qui en assure, au moins pour un certain temps, la conservation. C'est pourquoi Spinoza dit que la multitude, dont la puissance tendanciellement unifiée par des passions communes constitue l'État, est conduite comme par une seule âme, una veluti mente. L'adverbe veluti traduit l'instabilité irréductible du fondement passionnel de l'État et marque le décalage entre une chose singulière dont l'individualité menaçait seulement de l'extérieur et celle d'un mode substantiel, et l'État dont l'individualité, quoique naturelle, puisque sa constitution ne présuppose la médiation d'aucun artifice juridique, n'est pourtant pas celle d'un mode exprimant un attribut de Dieu et peut donc périr de l'intérieur. Deuxième remarque. Le traité politique offre une description détaillée du processus par lequel un État peut être détruit sans qu'interviennent des causes externes. C'est la citation numéro 15. Si la cité accorde à quelqu'un le droit et par conséquent le pouvoir de vivre à sa guise, elle cède de son propre droit et le transfère à celui à qui elle a donné un tel pouvoir. Si elle a donné à deux ou à plusieurs le pouvoir pour chacun d'eux de vivre à sa guise, elle a par là même divisé l'État. Si enfin, elle a donné à chacun des citoyens ce même pouvoir, par là même, elle s'est détruite. La cité ne demeure pas un instant de plus et tout retourne à l'état naturel. Ainsi, non seulement le système n'exclut pas la considération des processus internes de dissolution de l'État, mais il accorde à cette considération une place importante dans l'examen du droit du souverain sur le sujet. Remarque finale. Au début du chapitre 10 du TP, Spinoza se propose d'examiner s'il existe des causes internes pouvant entraîner la dissolution ou la transformation de des formes de l'État aristocratique qu'il avait exposé dans le chapitre 8 et 9 du traité. Cet examen aboutit à la conclusion suivante. Je peux donc affirmer de façon absolue que l'État où la souveraineté est détenue par une seule ville, et surtout celui où elle est détenue par plusieurs, est éternel, c'est-à-dire ne peut être détruit ou transformé par une cause interne, par aucune cause interne. Cette affirmation repose elle-même sur une thèse précédemment établie, à savoir que le droit fondamental de ces États s'accorde, je cite, avec la raison et avec les affects communs des hommes, d'où cette conséquence que, s'il existe des États capables d'être éternels, ceux-là en font nécessairement partie.
on doit s'arrêter à la réserve qu'exprime la subordonnée hypothétique s'il existe des États capables d'être éternels. Cette formule introduit en fait une condition dont la réalisation se présente comme seulement probable. En effet, les types d'États dont il est question dans le TP sont des constructions théoriques, c'est-à-dire qu'ils ne correspondent à aucune réalité attestée par l'histoire. Et on sait que, selon Spinoza, l'expérience, je cite, l'expérience a montré tous les genres de cités que l'on peut concevoir pour faire vivre les hommes dans la concorde. On peut donc légitimement se demander si des États capables d'être éternels peuvent effectivement exister, ou s'ils ne correspondent plutôt qu'à des dictamina rationis destinés à orienter une action politique soucieuse d'assurer aux citoyens la liberté et la sécurité. Il faut néanmoins remarquer ici qu'une construction théorique n'est pas nécessairement une construction utopique. Tous les types d'États décrits par Spinoza dans les traités politiques obéissent en fait à la règle de construction suivante. C'est la citation numéro 16. En établissant leur fondement, il est nécessaire au plus haut point de prêter attention aux affects humains. Et il ne suffit pas d'avoir montré ce qu'il convient de faire, mais il faut surtout montrer comment il est possible de faire que les hommes, qu'ils soient conduits par les affects ou par la raison, aient néanmoins des règles de droit valides et durables. On comprend ainsi que les formes d'État dont les fondements sont dégagés dans le traité politique ne sont pas des cités utopiques, parce qu'elles sont conçues de manière à ce qu'elles remplissent toutes, quoique de degrés différents, les conditions effectives de la conservation de l'État. La stabilité de celui-ci n'est en fait compromise que quand ces règles de droit fondamental s'appuient sur le seul soutien de la raison. Pour reprendre une formule de Martial Guéroult, le débat, dans le cas des types d'État élaborés par Spinoza dans le traité politique, est fondé dans un essai. On peut dès lors conclure, en s'interrogeant dans le traité politique sur les conditions sous lesquelles un État peut être éternel, Spinoza fait de la question des causes internes de la dissolution de l'État et des solutions qui peuvent y être apportées un objet privilégié de la pensée politique moderne. Par là même, il accorde une importance majeure à un projet qui, dans les traités théologico-politiques, n'était formulé que pour être aussitôt différé, sa réalisation à l'époque se présentant comme décalée par rapport aux intentions de l'auteur. Je cite, « Par quelle méthode maintenant peut être formé l'État pour se conserver néanmoins toujours en sûreté? J'ai déjà dit qu'il n'était pas dans mes intentions de le montrer. » Le traité politique est une tentative inachevée de réaliser ces projets énoncés de le TTP, à partir des prémices qui sont celles de l'ontologie de la puissance, élaborées dans l'éthique et approfondies dans les 5 premiers chapitres du TP. Mais l'idée qui déclenche la réflexion dans les deux cas est la même, dans le TTP et dans le TP. Je cite, « Il est certain qu'une cité est toujours plus menacée par ses citoyens et par ses ennemis. » Cette citation vient du TP, pas du TTP, donc c'est une répétition. Face à ces problèmes, Spinoza adopte d'emblée un point de vue situé aux antipodes de tout idéalisme anthropologique et politique. Il montre ainsi les raisons pour lesquelles des États concrets, par exemple l'État des Hébreux fondé par Moïse, ou Rome, n'ont pas pu être éternels. Leurs institutions n'étaient pas suffisamment appuyées sur la raison et sur les passions des individus. Merci.